Salut et bienvenue sur Squigard. Aujourd'hui, on parle tier list. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et de classer les différents battle tomes au sein d'une tier list, on va rappeler les définitions de base. Donc une tier list, c'est un classement concernant tous les personnages jouables, au sein d'un référentiel, que ce soit un jeu vidéo, un wargame ou un jeu de plateau. Une tier list permet de classer de manière purement théorique les personnages en fonction de leur potentiel. Donc si on parle d'AOS, c'est le classement des différentes armées au niveau d'un référentiel de puissance. Le classement d'une armée n'est en aucun cas figé, au fur et à mesure que les joueurs s'engagent dans des batailles compétitives, on peut voir de nouvelles stratégies émerger, et la popularité d'une armée peut fluctuer. De plus, la communauté peut estimer que les forces et les faiblesses d'une armée sont plus ou moins adaptées à la méta. En effet, lorsqu'on parle de tier list, on parle d'un classement de puissance, et si on parle d'un classement de puissance, il nous faut un référentiel. Et le référentiel utilisé pour une tier list, c'est le metagame. Donc, la méta, c'est un mot que beaucoup utilisent, mais je le rappelle quand même que c'est un acronyme qui signifie Most Efficient Tactics Available, ou en français, les meilleures tactiques disponibles. Donc par conséquent, lorsqu'on fait une tier list, on va classer les armées en fonction de celles qui ont les meilleures stratégies disponibles, et donc, par extension, les armées les plus fortes. Je vais le rappeler également ici, mais une tier list est en aucun cas un guide d'achat ou un guide de référence lorsque vous souhaitez débuter une armée. Lorsqu'on parle de tier list et donc de classement de puissance, on va s'exprimer dans un milieu purement compétitif, où tous les joueurs ont un niveau théorique équivalent. Donc si vous êtes un débutant, ne jouez pas une armée en fonction de sa position à un moment X dans une tier list. Ces choses évoluent, et surtout même si une armée est forte, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément correspondre à votre style de jeu. Alors une tier list dans Age of Sigmar, c'est pas un exercice qui est original, et je suis sûr que vous en avez déjà vu beaucoup sur internet, mais la plupart du temps, lorsqu'on regarde une tier list sur Age of Sigmar, sur le web, les classements vont de S à E, avec les armées qui sont triées dans cet ordre de puissance, sans pour autant donner de définition claire sur ce que signifient les différents tiers. Donc dans cette vidéo, je vais faire un exercice un peu différent, où j'ai condensé les différents tiers pour avoir un classement assez clair avec des définitions définies. Laissez-moi donc vous présenter les différents tiers qui vont organiser cette vidéo. Donc le premier tiers, ce sont les armées qui sont top tier. Donc les armées top tier, c'est les armées les plus efficaces du jeu, c'est celles qui sont utilisées le plus souvent par les joueurs compétitifs, car elles sont plus efficaces que les autres, et surtout c'est les armées qui à un moment donné vont centraliser la méta. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ne jouent pas top tier, lorsqu'ils vont penser à créer leur liste, vont devoir garder en tête qu'ils vont affronter à un moment donné ces listes-là. Les armées top tier sont les armées qui statistiquement ont le plus de chances de gagner un tournoi, car elles sont plus efficaces que les autres. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une armée top tier est une armée qui vous permet automatiquement de gagner, cela veut juste dire que ce sont les armées qui centralisent le jeu, et qui sont donc le référentiel de puissance qu'on va utiliser pour classer toutes les armées qui ne le sont pas. Juste en dessous les top tier, on a le mid tier, qui sont des armées qui sont moins jouées en tournoi, car elles sont un peu plus faibles. Une armée mid tier pour différentes raisons. Tout d'abord, elle peut avoir les outils pour battre certaines armées du top tier sans pour autant pouvoir toutes les battre de manière consistante, mais en ayant quand même une capacité de remporter des victoires grâce à un plan de jeu bien défini. Une armée peut être aussi mid-tier car elle a des forces et des faiblesses bien définies avec des rôles et des archétypes spécifiques, mais qu'une armée du top tier accomplit toutes ses fonctions bien mieux. Une armée va se retrouver mid-tier car elle a des faiblesses plus prononcées, que ce soit à cause de ses aptitudes d'allégeance moins fiables ou de ses war scrolls moins puissants. Et enfin on a le low tier, donc le low tier va représenter les armées les moins fortes du jeu pour différentes raisons. Tout d'abord, elle peut posséder d'excellents outils, mais qui sont incompatibles ou qui ne fonctionnent pas contre les armées qui centralisent le metagame, donc les armées du top tier. Ou alors elle peut avoir le même symptôme que certaines armées du mid-tier de manière un peu plus prononcée, c'est-à-dire qu'elle possède des outils qui permettent d'accomplir une fonction de manière assez efficace, mais reste moins efficace que les armées du mid-tier et les armées du top tier. Donc ça, c'est les tiers qu'on va utiliser dans cette vidéo. J'articule ma tier list autour de cette mécanique-là. Les armées du top tier centralisent la méta grâce à leurs outils, les armées du mid-tier sont capables de les contrer tout en restant moins efficaces, et les armées du low tier ont du mal à tirer leur épingle du jeu, à cause de leur mécanique incompatible avec la méta V3, ou alors car elles ne peuvent pas se battre statistiquement contre les war scrolls des armées qui sont top tier. J'ai aussi rajouté deux autres tiers afin d'ajouter un peu de nuance dans ma tier list, c'est la Borderline 1 et la Borderline 2. Pour faire simple, les armées qui vont être présentes dans ces tiers, ce sont des armées qui sont trop fortes pour être mid-tier, mais des armées qui sont trop faibles pour être top tier, ou alors des armées qui sont trop faibles pour être mid-tier, mais trop fortes pour être low tier. Maintenant que j'ai bien défini tous les termes, ce que c'est une tier list, ce que c'est une méta, comment ça fonctionne, et la définition des différents tiers utilisés dans cette vidéo, on va voir quelle est la tier list que je vous propose pour cette vidéo. Donc cette tier list, elle a pris pas mal de temps, ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus au sein de l'équipe de la chaîne, et j'espère que le résultat va vous plaire. Comme on définit un metagame en fonction du top tier, on va voir tout d'abord les armées de ce tiers. Donc les armées du top tier sont les suivantes. On a d'abord la trinité de la méta actuelle, qui sont les Sons of Behemoth, les Daughters of Cain et les Disciples de Senge,
qui sont les armées avec des héros monstres très puissants, qui vont bénéficier à la fois des actions héroïques et des actions de monstres, tout en ayant une capacité de résistance et de scoring assez élevée. Mais comme j'ai dit auparavant, on a aussi dans le top tier des armées qui sont capables de contrer de manière consistante cette stratégie-là, tout en ayant un plan de jeu suffisamment fiable pour contrer les autres armées. On a d'abord les luminettes, que ce soit avec Teclis et des sentinelles ou avec les esprits du vent, qui peut bloquer le plan de jeu d'une ou plusieurs figurines, et grâce à sa haute portée et à sa capacité à faire des dégâts soit via de la rend élevée, -2, -3, ou de la blessure mortelle, va pouvoir tuer rapidement les cibles clés de l'adversaire pour nuire à sa stratégie. On a aussi Be'lakor, qui grâce à son aptitude peut bloquer 1 ou 2 tours des unités clés comme Archaon ou Morathi. Et enfin on a les Stormcast qui sont un cas un peu particulier car l'armée est très récente. Néanmoins les Stormcast ont différents outils très efficaces qui se sont illustrés en tournoi récemment, et c'est pour cela que je le place en top tier. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si les Stormcast sont top tier car ils sont capables de contrer facilement les monstres adverses avec un haut potentiel de dégâts, ou s'ils vont être top tier car les monstres issus du Battle Tome sont plus puissants que les autres. Ça, c'est une réponse que seul le temps nous apportera. En tout cas, les Stormcast sont une armée très puissante, ça, on ne peut pas le nier. Pour descendre un peu plus bas, on a les armées de la première borderline. Donc ces armées, ce sont les armées qui vont avoir un plan de jeu similaire aux armées top tier en ayant des outils un peu moins puissants. Je fais référence notamment aux Slave to Darkness, qui eux aussi jouent Archaon, mais qui ont moins de fiabilisateurs car ils n'ont pas d'aide du destin, et qu'ils n'ont pas de figurines comme le Duc du Changement ou Kéros qui sont capables de lancer des sorts de manière récurrente et d'infliger de lourds dégâts à leur adversaire. Je pense aussi aux Urukwar Clan, qui ont un potentiel élevé de dégâts avec des monstres très puissants, mais qui néanmoins ont moins d'outils en termes de versatilité, et lorsque vous jouez Bigwa, vous êtes capable d'avoir une armée qui fonctionne dans toutes les phases du jeu, mais qui va être moins efficace qu'une armée spécialisée qui correspond au scoring, la mobilité et aux monstres résistants. Et c'est la même chose pour les Soulblight et les Séraphons, qui ont tous des outils très puissants, mais qui néanmoins ont du mal à s'illustrer face aux armées top tier qui peuvent soit faire ce qu'ils font mieux, ou alors tout simplement éliminer rapidement les cibles clés au sein d'une stratégie de ces armées, que ce soit les héros vampires qui servent à faire revenir les unités ou à lancer les sorts qui synergisent la létalité de votre armée, ou les héros séraphons tels que Croak ou le Star Priest qui sont la source de dégâts ou de points d'invocation de votre armée. Parlons ensuite du mid-tier. Donc les armées mid-tier, je le rappelle, comme on l'a dit, ce sont des armées qui ont du mal à s'illustrer à cause de leur faiblesse plus prononcée, ou car ce sont des armées qui ont un plan de jeu et des stratégies similaires aux armées du top tier, tout en ayant des outils moins puissants ou moins fiables. On va retrouver les First-Slayer, qui sont une armée avec un fort potentiel de dégâts, mais qui ont du mal à arriver au corps à corps, et qui peuvent rapidement se faire prendre leur plan de jeu par des armées qui sont capables de tuer les héros ou d'ignorer leur létalité. Même chose pour Nurgle, qui actuellement en V3 cherche à tirer son épingle du jeu en jouant des porte-pestes, et malheureusement pour la faction de Nurgle, il existe une autre armée capable de jouer des porte-pestes tout en ayant une létalité et un contrôle supérieur à celle-ci, c'est la Légion du Premier Prince qu'on a vu en top tier. Les Ogors, quant à eux, lorsqu'on parle d'Ogor méta, on fait référence à une liste avec énormément de Stonehorn, et à l'instar de Nurgle qui se voit dépassé par la Légion du Premier Prince, ici, on va avoir une armée de monstres résistants et qui contrôlent les objectifs. Donc, en top tier, on a qui? On a les Sons of Behemoth, qui font tout ce que fait Ogor de manière plus efficace. Enfin, si les unités Cities of Sigmar ont du mal à tirer leur épingle du jeu de la méta V3, on peut quand même incorporer différentes unités Stormcast, Daughter of Cain ou Sylvaneth, qui permettent à la faction d'être assez efficace dans certaines situations. Caradhran, ça reste une armée qui est très mobile, très létale, mais qui a du mal à tirer son épingle du jeu car la plupart de ses armes sont Ren-1, et il est très facile en V3 d'avoir des armures sur les cibles clés qui vont être à 3+, voire à 2+, relance D1 si on fait référence à Archaon. Et donc lorsque vous jouez contre des armées top tier, ces armées top tier vont avoir différents outils qui vont leur permettre d'éponger les dégâts des Caradhran pour ensuite contre-attaquer de manière assez violente. Et pour finir, les Sylvaneth ont de bons outils, que ce soit le Spirit of Virtue ou Alarielle, mais qui sont tout de même moins efficaces que les unités du top tier. Pour redescendre d'un cran, on a les armées qui ont les mêmes problèmes que les armées du mid-tier en un peu plus prononcé. Les Ossiarques ont un problème inhérent en termes de coût en points, mais aussi parce que les solutions qu'ils apportaient en V2 se sont vues rendues obsolètes par les armées du top tier, que ce soit le spam de horde résistante retrouvé en Légion du Premier Prince, ou tout simplement que le héros monstre qu'on peut retrouver dans cette armée, c'est Nagash, et que Nagash est un héros efficace, mais moins efficace que les héros du top tier, car il est beaucoup trop coûteux. Donc Idonet était une armée qui était très forte en V2, car elle contre les armées top tier qui étaient des armées de tir. Ils ont donc perdu en efficacité, couplé avec les nouvelles règles V3, qui ont nerfé directement leurs aptitudes de commandement qui leur permettaient d'avoir un T3 très létal. Les Flesh Eaters sont une armée de monstres lorsqu'on parle d'un build de méta pour les Flesh Eaters,
et les monstres fléchiteurs étant moins efficaces que les monstres sob et que les monstres ogre, et donc naturel de les retrouver à cette position-là. Enfin, Slaanesh et Skaven sont des armées qui ont des outils qui peuvent être très efficaces, que ce soit l'invocation en Slaanesh ou alors la puissance de tir en Skaven, mais qui ont de trop gros problèmes à appliquer leur plan de jeu de manière consistante. En Slaanesh, pour pouvoir jouer invocation, il faut jouer des listes très spécifiques, qui vont fonctionner uniquement si tout se passe pour le mieux et si vous appliquez votre plan de jeu de manière parfaite. Et Skaven est une armée qui est très létale, à l'instar d'un Fire Slayer, mais qui a encore plus de difficultés à apporter sa létalité sur la table de jeu, que ce soit pour des problèmes de portée ou tout simplement de fiabilité. Et on y arrive enfin, les armées du lot tiers, donc qui sont des armées qui sont ici pour différentes raisons. Si on parlait Nighthaunt, c'est car le Battle Tome est complètement obsolète et que les unités et les combos que vous pouvez mettre en place ne correspondent pas à des combos qui peuvent venir battre de manière efficace les armées des tiers supérieurs. Même chose pour les Zombettes. Et enfin, Gloomspite est une armée qui a beaucoup de possibilités, mais les possibilités qu'on considère compétitives reposent sur le spam de monstres, et il s'avère que les monstres Gloomspite sont moins efficaces que les homologues Fléchiteur, Ogre et SOB, ce qui va donc reléguer Gloomspite au lot tiers, car la seule solution disponible pour être compétitive est moins efficace que des armées qui ont des plans de jeu équivalents. Et pour finir, Khorne est là un peu pour les mêmes raisons. Vous aviez différentes options en Khorne. Pour ceux qui jouent en V2, Khorne était joué soit avec exclusivement des mortels de Khorne qui reposaient sur des Slaughter Priests très efficaces. Les Slaughter Priests se sont vus sévèrement diminuer avec la règle de base V3 en lançant beaucoup moins de prières qu'auparavant. Ou alors, en Khorne, vous jouiez des buveurs de sang, mais l'efficacité de cette stratégie reposait sur un bataillon qui aujourd'hui n'existe plus, et donc la fiabilité de cette stratégie s'est vue sévèrement diminuer, ramenant Khorne en lot tiers. Voilà, c'est tout pour cette tier list. Pour conclure, j'aimerais dire quelque chose de très important. Une armée, lot tiers, mid-tiers, top tiers, ce sont des estimations statistiques. Lorsqu'on parle de tiers, ce sont les armées qui en théorie ont le plus de chances de gagner. Cela ne veut pas dire pour autant qu'en jouant une armée en bas, vous ne pouvez pas gagner vos parties, voire gagner un tournoi. On a vu récemment aux États-Unis une armée Slaanesh remporter un tournoi en ne perdant jamais. Donc gardez bien en tête ceci. Il est possible de faire un 5-0 en tournoi avec une armée lot tiers, comme il est possible de faire un 0-5 avec une armée top tier en tournoi. Le Theorycraft et le Metagame, ce sont des tendances et pas des sciences exactes. C'est-à-dire que lorsque vous jouez top tier, vous avez tendance à gagner plus facilement que si vous jouiez lot tiers. Mais rappelez-vous que les tiers sont fixés sur un metagame à un moment donné. Ici, on est sur le metagame d'octobre 2021. Et que une armée top tier est top tier car les listes sont fortes, que les joueurs jouent l'armée, et que l'armée est jouée et forte, donc gagne des tournois. Ça crée un cercle vertueux pour les armées les plus hautes, tout en ayant les armées les plus basses négligées. Néanmoins, il est possible qu'une armée que j'ai classée mid-tier, low tier ou borderline compense une stratégie qui n'a pas encore été testée de manière assez efficace par les joueurs, et qui en fait pourrait s'avérer secrètement très efficace. Donc si vous aimez beaucoup une armée, n'hésitez pas à perfectionner votre stratégie, à tester des choses qui n'ont jamais été essayées, car une liste qui n'a jamais été jouée peut l'être car elle est faible, ou tout simplement car les gens l'ont négligée, car ils ont préféré être en sécurité en jouant des listes qu'ils savaient efficaces. Donc je vous encourage à tester le plus possible les listes des armées que vous affectionnez afin de tirer vers le haut celles-ci et de provoquer un jour un bouleversement dans le metagame. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et si vous avez des remarques concernant la position d'une armée au sein de la tier list qu'on a faite, vous pouvez la poster en commentaire afin qu'on puisse en discuter. Salut salut!